Imaginez un peuple dont l'histoire traverse les siècles et les océans. Un peuple né au cœur de l'Afrique centrale, bâtisseur d'un royaume puissant, rayonnant de culture, d'organisation et de spiritualité. Ce peuple, ce sont les Congos. Leur héritage ne s'arrête pas aux frontières du fleuve Congo. Il a voyagé, parfois dans la douleur de la traite, parfois dans la grandeur des échanges, jusqu'aux Amériques et aux Caraïbes. Aujourd'hui encore, dans les chants, les croyances, les mots des créoles, l'empreinte Congo continue de vivre. Suivez-moi dans ce voyage à travers le temps et l'espace pour découvrir l'origine, la grandeur et la dispersion d'un peuple dont l'histoire mérite d'être entendue. Bienvenue sur Histoire et Motivation, la chaîne qui vous guide à travers les grandes pages de l'histoire pour mieux comprendre le présent et construire un avenir éclairé. Le peuple Congo, que l'on nomme aussi les Bas-Congo, fait partie du vaste ensemble bantou, ce grand mouvement de population qui, au fil des siècles, a modelé la carte humaine et culturelle de l'Afrique centrale et australe. Leur origine s'enracine dans ces migrations qui, depuis le Cameroun et le Nigeria actuel, poussèrent des communautés à se déplacer progressivement vers le sud et l'est à la recherche de nouvelles terres fertiles, de ressources et de zones propices à l'expansion de leur société. Au terme de ce long processus qui s'étale sur plusieurs siècles, un ensemble de clans, de lignages et de chefferies allait se fixer dans la région qui correspond aujourd'hui au nord de l'Angola, à la partie occidentale de la République démocratique du Congo, notamment le Congo central, ancien Bas-Congo, au sud de la République du Congo et jusqu'aux confins du Gabon. C'est sur ce socle géographique et humain que s'édifia le peuple Congo, dont l'unité se consolida par une langue commune, le Kikongo, et par un imaginaire collectif structuré autour des ancêtres, des traditions spirituelles et d'une organisation politique remarquablement avancée pour son époque. La tradition orale, qui joue un rôle fondamental dans la mémoire des peuples africains, raconte l'histoire d'un ancêtre fondateur appelé Nimi Alukeni, ou Lukeni Luanimi, considéré comme le premier souverain du royaume Congo. Vers le XIIIe ou le XIVe siècle, il aurait fédéré plusieurs clans et chefferies pour donner naissance à une entité politique puissante, centralisée autour d'une capitale, Mbanza Congo, aujourd'hui São Salvador en Angola. Sous son impulsion et grâce à l'habileté de ses successeurs, le royaume Congo devint un État structuré, doté d'une organisation territoriale divisée en provinces, chacune dirigée par des gouverneurs dépendants du souverain suprême, le Mani Congo. Cette construction politique se distinguait par sa capacité à concilier centralisation et autonomie locale, tout en assurant la cohésion culturelle et linguistique des différents groupes intégrés. Le Mani Congo, en tant que chef politique et spirituel, symbolisait l'unité de son peuple et son autorité s'appuyait autant sur le pouvoir militaire que sur le sacré. L'économie du royaume Congo reposait sur une combinaison harmonieuse d'agriculture, d'artisanat et de commerce. Les Bas-Congo cultivaient le manioc, le maïs, l'igname et le mil, tout en pratiquant la chasse et la pêche pour diversifier leur alimentation. Le travail du fer et du cuivre, l'art de la poterie et la production de tissus à partir du raffia témoignaient d'un savoir-faire technique remarquable et d'un sens esthétique raffiné. Ces productions artisanales circulaient largement grâce à des réseaux commerciaux qui reliaient le Congo non seulement à ses régions voisines, mais aussi indirectement aux routes caravanières plus lointaines. Le royaume s'imposait ainsi comme un carrefour d'échanges, et cette richesse économique renforçait son prestige et son rayonnement. La spiritualité occupait également une place centrale dans la société Congo. Les Bas-Congo croyaient en un monde visible et un monde invisible, reliés par des médiateurs spirituels, les ancêtres et les esprits. Le concept du Enankisi, objet ou entité investie de pouvoir,
illustre cette manière de penser le sacré comme une énergie capable d'agir sur la vie quotidienne. Les chefs religieux, appelés Nganga, jouaient un rôle de médiateur entre les vivants et les forces invisibles, protégeant la communauté et régulant son équilibre. Le fameux cosmogramme Congo, représenté par une croix circulaire symbolisant le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, traduisait cette vision profonde du monde où rien ne disparaît vraiment, mais se transforme en permanence. Ainsi, bien avant le contact avec les Européens, le peuple Congo s'était forgé une identité forte, incarnée par un royaume structuré, une culture raffinée et une spiritualité puissante. Leur organisation politique, leur prospérité économique et leur cohésion culturelle faisaient d'eux un peuple respecté et redouté dans toute la région d'Afrique centrale. Ce socle solidement bâti entre le XIIIe et le XVe siècle allait cependant être profondément transformé à partir de la fin du XVe siècle, lorsque les premiers navigateurs portugais apparurent sur les côtes atlantiques et entrèrent en contact avec le Mani-Congo. Cet événement marquait le début d'une ère nouvelle, faite à la fois de rencontres, d'échanges, mais aussi de fractures irréversibles. La rencontre du peuple Congo avec l'Europe, à la fin du XVe siècle, fut un tournant majeur dans son histoire, marquant à la fois l'ouverture vers de nouveaux horizons et l'amorce d'une longue période de bouleversements douloureux. En 1483, l'explorateur portugais Diogo Cao atteint l'embouchure du fleuve Congo et établit le premier contact avec le royaume Congo. Fascinés par l'organisation et la puissance de ce royaume africain, les Portugais s'empressèrent de tisser des liens diplomatiques et commerciaux avec le Mani-Congo, alors Nzinga à Nkougou. En 1491, ce dernier se convertit au christianisme et prit le nom de João Ier, inaugurant une alliance qui semblait prometteuse. Le royaume Congo adopta alors certains aspects de la religion chrétienne, bâtit des églises et envoya même des émissaires se former au Portugal et à Rome. Cette ouverture, loin d'être une simple soumission, était perçue par les Congos comme une stratégie politique pour renforcer leur prestige et obtenir de nouveaux avantages, notamment l'accès aux armes à feu et aux techniques européennes. Pendant quelques décennies, le royaume Congo connut un âge d'or marqué par un dynamisme diplomatique, commercial et culturel inédit. Cependant, cette relation allait rapidement se transformer en une spirale destructrice. Derrière l'échange de biens matériels, tissus, perles, métaux et spirituels, le christianisme, se profilait la convoitise européenne pour les ressources humaines et naturelles du Congo. Le commerce des esclaves, d'abord limité et contrôlé par le Mani-Congo, prit une ampleur vertigineuse à mesure que les Portugais installaient leurs comptoirs à Luanda et dans d'autres ports atlantiques. Ce qui avait commencé comme une coopération se mua en un engrenage infernal. Guerres internes attisées par les Portugais, capture de prisonniers de guerre vendus comme esclaves, multiplication des razzias dans les provinces périphériques du royaume. Dès le XVIe siècle, des dizaines de milliers de Congos furent déportés vers les plantations sucrières du Brésil, les colonies espagnoles des Caraïbes et plus tard vers les territoires anglais et français d'Amérique. Les documents de l'époque témoignent clairement de cette dispersion forcée. Dans les registres des ports brésiliens, la mention de Nação Congo revient sans cesse pour désigner les esclaves venus de cette région. À Cuba, le terme Congo finit par désigner toute une catégorie d'esclaves et inspira même le nom du culte Palo Monte, directement dérivé de la spiritualité Congo. En Haïti, lors de la formation du Vaudou, une nation entière fut appelée Nation Congo, intégrant des divinités comme Simbi et des pratiques héritées du Kikongo. Aux États-Unis, l'épisode de la révolte de Stono, en Caroline du Sud, en 1739, démontre la présence massive de captifs Congo. Les révoltés parlaient entre eux le Kikongo et criaient
liberté, en se soulevant contre les colons. Ainsi, les preuves historiques, linguistiques et culturelles ne laissent aucun doute sur la part prépondérante du peuple Congo dans la diaspora africaine des Amériques. Pour les Bas-Congo restés en Afrique, cette traite transatlantique fut un cataclysme. Le royaume Congo, jadis prospère, entra dans une ère de déstabilisation profonde. Les guerres civiles se multiplièrent, alimentées par les rivalités dynastiques et les manœuvres des Portugais. Les provinces se morcelèrent et l'autorité du Mani-Congo fut affaiblie. En 1665, lors de la bataille de Mbwila, le roi Antonio Ier fut tué par les Portugais et le royaume entra dans une crise irréversible. Tandis que l'élite tentait de préserver une identité chrétienne teintée de traditions ancestrales, la société dans son ensemble s'enfonçait dans la dépendance à l'égard du commerce esclavagiste. Le peuple Congo paya ainsi un lourd tribut. Des millions de ses enfants furent arrachés de leurs terres pour bâtir les empires coloniaux d'outre-mer. Cette dispersion, bien que tragique, permit paradoxalement la diffusion de la culture Congo à travers l'Atlantique. Les chants, les danses, les rituels, les symboles et même des mots de la langue kikongo voyagèrent clandestinement dans la mémoire et la résistance des esclaves. Le cosmogramme Congo, gravé sur des tombes afro-américaines, en est une preuve tangible. Les termes comme Nganga, prêtre, guérisseur, ou Nzambi, Dieu, traversèrent les océans et se retrouvèrent dans des liturgies de Haïti à Cuba, en passant par le Brésil. Derrière la violence et la douleur, la culture Congo réussit à survivre et à s'adapter, créant de nouveaux mondes culturels afro-descendants qui portent encore aujourd'hui son empreinte. En somme, la rencontre entre le peuple Congo et l'Europe fut d'abord une histoire d'ouverture et d'échange, mais elle devint rapidement une tragédie de dépossession et de dispersion. Du cœur de l'Afrique centrale aux plantations du Nouveau Monde, les Congos furent à la fois des victimes de l'esclavage et des porteurs de traditions qui ont profondément marqué la culture des Amériques. Ce chapitre douloureux ne fut pas une fin, mais une transformation. L'identité Congo, transplantée de force, allait renaître ailleurs, sous des formes nouvelles, mêlées mais toujours reconnaissables. Si l'histoire du peuple Congo a été profondément marquée par la dispersion et les blessures de la traite, elle ne s'est jamais éteinte. Bien au contraire, elle s'est transformée, enracinée dans de nouveaux territoires, et son héritage continue de résonner aujourd'hui à la fois en Afrique et en Outre-mer. En Afrique centrale, les Bas-Congo constituent toujours un groupe majeur, présent dans plusieurs pays. La République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Congo central, la République du Congo, l'Angola, notamment Cabinda et le nord du pays, et une partie du Gabon. Leur langue, le Kikongo, demeure vivante et parlée par des millions de personnes, tout en ayant donné naissance à des variantes régionales et des créoles. Les traditions spirituelles Congo, bien que transformées par des siècles de contact avec le christianisme, continuent d'exister à travers les cultes des ancêtres, les pratiques des Nganga et l'usage symbolique des Nankisi. Même dans les églises chrétiennes africaines, comme le kimbanguisme en RDC, on retrouve des éléments d'une vision du monde héritée du cosmogramme Congo. Un univers où le visible et l'invisible dialoguent constamment, où la vie et la mort ne sont que des passages au sein d'un même cycle. Les rituels funéraires, les chants traditionnels et l'art visuel des Congos témoignent encore de cette continuité entre passé et présent. Mais c'est surtout dans les Amériques et les Caraïbes que l'héritage Congo, transplanté de force, s'est le plus étonnamment réinventé. En Haïti, la Nation Congo fait partie intégrante du vaudou, avec ses divinités, ses chants en Kikongo et ses rituels hérités des ancêtres captifs. Les esprits Simbi, par exemple, rappellent directement les croyances Congo liées à l'eau et à la communication entre les mondes. À Cuba, la religion Palo Monte ou Palo Mayombe est presque une transposition directe des cultes Congo.
Les Nganga y sont des prêtres guérisseurs. Les Ankisi sont des objets rituels habités par une force spirituelle. Et les chants rituels sont remplis de mots Kikongo. Au Brésil, le candomblé Angola garde une forte empreinte Congo, tout comme certaines confréries religieuses catholiques afro-brésiliennes, qui mélangeaient culte de la Vierge et tradition africaine. Aux États-Unis, dans la région de la Caroline du Sud et de la Géorgie, des fouilles archéologiques ont mis au jour des tombes d'esclaves, portant des symboles du cosmogramme Congo, preuve tangible que les croyances de ce peuple avaient traversé l'Atlantique et survécu clandestinement dans un contexte hostile. Au-delà de la religion, des expressions culturelles quotidiennes portent encore la marque du Congo. Des mots de Kikongo se retrouvent dans le créole haïtien, zombie venant de Nzumbi, esprit des morts, Macaya venant de Macaya, herbe médicinale, dans le parler afro-cubain et même dans certaines expressions afro-brésiliennes. Les rythmes et les danses, comme la rumba congolaise en Afrique ou certaines percussions afro-caribéennes, s'inspirent directement des traditions musicales Congo, basées sur la polyrythmie et le dialogue entre tambour et chant. Dans la diaspora afro-américaine, des chercheurs ont montré que certaines formes de chants spirituels, de prières et de pratiques funéraires contenaient des éléments Congo, parfois méconnus des descendants eux-mêmes, mais toujours vivants dans les gestes et les symboles. Ainsi, ce peuple n'a pas seulement survécu à la déportation, il a fertilisé de nouvelles cultures, enrichissant le patrimoine mondial. Aujourd'hui, l'héritage Congo est également revendiqué comme une fierté identitaire par les descendants de la diaspora. À Cuba, les Cabildos de Congo Reales organisent encore des cérémonies qui honorent leurs ancêtres et transmettent leur savoir. En Haïti, les rituels vaudous de la nation Congo sont considérés comme une part essentielle de l'identité nationale. Au Brésil, de nombreux groupes culturels font revivre les traditions angolano-congo dans la danse, la musique et la religion. Aux États-Unis, des chercheurs afro-descendants redécouvrent et enseignent les symboles Congo comme outils de mémoire et de résistance. En Afrique centrale, les artistes, les musiciens et les penseurs Bakongo s'appuient sur ce patrimoine pour nourrir une renaissance culturelle et affirmer leur place dans le monde moderne. En définitive, l'héritage du peuple Congo n'est pas une relique du passé, mais une réalité vivante qui unit les deux rives de l'Atlantique. Il incarne la capacité d'un peuple à transformer la douleur en créativité, à survivre à l'exil et à s'enraciner dans des terres nouvelles, tout en restant fidèle à son essence. Qu'il s'agisse des langues créoles, des religions afro-descendantes, des rythmes de tambour, des symboles gravés dans la pierre ou des mots prononcés dans une prière, le souffle des Congos traverse encore les siècles. L'histoire du peuple Congo est celle d'une grandeur fondatrice, d'une tragédie collective et d'une renaissance créative. Nés du souffle des migrations bantoues, les Bakongo ont édifié un royaume puissant et raffiné, où l'organisation politique, l'économie et la spiritualité s'entremêlaient pour donner à l'Afrique centrale l'un de ses plus brillants pôles de civilisation. Ce socle, bâti avec sagesse et courage, leur conféra un rayonnement qui dépassa leurs frontières, jusqu'à attirer le regard des premiers navigateurs européens. Mais cette rencontre, prometteuse au départ, ouvrit la porte à la violence de la traite négrière, à la dispersion forcée et à des siècles de souffrance. Arrachés à leur terre natale, les Congos furent déportés par milliers vers les Amériques et les Caraïbes, devenant à la fois victimes et vecteurs d'une mémoire indélébile. Pourtant, là où d'autres auraient disparu, le peuple Congo sut résister par la force de ses traditions, de ses chants, de ses symboles et de sa foi en la vie. De Haïti au Brésil, de Cuba aux États-Unis, dans les langues créoles, les religions afro-descendantes, les danses et les rites funéraires, leur héritage continue de vivre et de parler à ceux qui savent l'écouter. Aujourd'hui,
Comprendre l'histoire du peuple Congo n'est pas seulement un exercice de mémoire, c'est aussi une invitation à réfléchir sur notre propre rapport au passé et à l'identité. Car cette histoire nous montre que, même dans l'épreuve la plus dure, l'homme porte en lui une force de résilience et de créativité capable de traverser les siècles. Elle nous rappelle que nos ancêtres ne sont pas des ombres effacées, mais des voix qui continuent de vibrer dans nos gestes, nos mots et nos cultures. Elle nous enseigne enfin que l'héritage ne se limite pas à des monuments ou à des dates, mais qu'il se manifeste dans le quotidien, dans la musique, dans les croyances, dans la langue et dans l'art de vivre. L'histoire du peuple Congo, c'est l'histoire de la dignité humaine qui refuse de disparaître. L'histoire d'une mémoire qui se transforme mais ne s'éteint jamais. Et si ce voyage à travers le temps vous a touché, si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres récits puissants qui nourrissent à la fois la connaissance et la force intérieure, alors je vous invite à rejoindre ma chaîne Histoire et Motivation. Parce qu'apprendre le passé, c'est éclairer le présent. Et se nourrir des épopées humaines, c'est se donner la force d'écrire la sienne. Abonnez-vous, partagez et marchons ensemble sur ce chemin où l'histoire devient une source d'inspiration et de motivation pour chacun de nous.